prévention et infection. Et ça résume la même chose. Et donc oui, aujourd'hui, c'est la journée où on soutient l'initiative de l'élimination de cancer du col de l'utérus. C'est lancé par l'OMS, dont elle a dit Manami, avec les objectifs de contrôle de cancer, de réduire le cancer du col de l'utérus, avec des objectifs forts et très... et très haute, ambitieux, on va dire, avec l'horizon 2030, avec trois axes. Principalement, le programme est basé sur une grande couverture pour les jeunes filles avec un vaccin HPV. Sans ça, on ne va pas arriver de l'élimination de ce cancer. 90%, c'est l'objectif pour 2030 global. Mais il y a des axes, bien sûr, dépistage, avec d'abord la cytologie, mais maintenant on passe avec le test HPV pour dépister le cancer du col, et bien sûr avoir une bonne couverture de traitement des femmes qui sont identifiées avec les maladies cervicales, précancéreuses ou cancéreuses qui nécessitent de traitement. Mais on va parler d'aujourd'hui de vaccin, qui est quand même le socle. Juste un petit passage pour nous rappeler que la majorité des poids de cancer liés au HPV dans le monde, c'est surtout le cancer du col de l'utérus qui est qui fait la grande majorité. Mais l'HPV est aussi lié à d'autres cancers chez l'homme ou chez les deux sexes, l'anal, pénis, vagin, vulva, oropharyngie ou cavité buccale qu'on appelle le cancer du tête de col, tête en cou. Et donc c'est principalement un cancer féminin, mais pas que. En France, la distribution des différents cancers liés à HPV, c'est un peu différente par rapport au mondial. Et ça, c'est nos estimations de CIRC pour la France, pour l'année 2022, dont on estime qu'il y a à peu près 8000 par an des cancers liés à HPV. Pourquoi la distribution relative est différente des différents cancers? C'est parce qu'en France, ce qui n'est pas le cas partout dans le monde, on a un bon programme de dépistage de cancer du col qui tourne depuis des décennies, qui marche très bien pour réduire le poids de cancer du col de l'utérus par rapport à d'autres cancers qui sont l'HPV. Mais il y en a quand même chaque année 3200 par notre estimation de cancer du col de l'utérus en France chaque année, tous 100% liés à HPV, 100% aussi des squamous cell carcinoma de l'anus sont liés à HPV, encore 2000, et une proportion de l'ovule, vagin, pénis, et un nombre important quand même des cancers de tête et cou chez les hommes et chez les femmes. Donc, comme j'ai dit, c'est un peu différent entre les distributions par rapport au monde. Même si on entend parler de plus de 200 types d'HPV, il faut quand même garder en tête qu'il n'y a que deux, vraiment, HPV 16 et 18, qui sont la cause de 3/4 de tous les cancers de cancer de col de l'utérus dans le monde. Et c'est pareil partout dans le monde. Et les autres avec les autres types qui sont inclus dans les nouveaux vaccins non valents, on arrive quand même à 95% de cancers de l'utérus dans le monde, partout, sont couverts par ces nouveaux vaccins qu'on a licenciés. Donc si on veut parler des données contre ces vaccins, de la sécurité et de l'efficacité, ces vaccins, depuis le début de leur développement, ont démontré des efficacités et des sécurités très, très, très bonnes. Un profil de sécurité excellente et qui était quand même redit et revu pour plusieurs instances internationales, nationales. Il n'y a pas de signal de sécurité pour ces vaccins. Maintenant, on a quand même beaucoup de recul avec plus que 600 millions de doses utilisées dans le monde et un bon suivi.
Donc, pas de problème de sécurité de ces vaccins. Et l'efficacité aussi, avec ces vaccins qu'on appelle les virus-related particles, chaque étape de le développement, on a vu qu'on a une super bonne efficacité, plus que prévu. D'abord sur l'infection HPV, après sur les HPV qui sont même pas dans le virus, dans les vaccins, on a la protection croisée, on a eu des protections contre l'infection persistante, la protection contre les lésions précancéreuses. Et maintenant, on a des données qui montrent dans les pays où ils ont vacciné en premier qu'on a une réduction importante de même le cancer du col de l'utérus dans les jeunes femmes quand elles étaient vaccinées. Et surtout ces jeunes femmes, quand elles étaient vaccinées bien, ça veut dire avant l'âge de premier rapport sexuel. Et donc, on voit les données d'Angleterre ici à droite. Donc, les filles vaccinées à 12 et 13 ans, ils ont 90 presque % de diminution des cancers du col déjà. Et ces données-là, ils sont maintenant vus dans d'autres pays où ils ont introduit ces vaccins très tôt, Suède, Danemark, Écosse. Là où la plupart des données des essais cliniques de l'HPV étaient basées sur 3 doses de vaccins, on a vite compris que 2 doses de vaccins étaient assez équivalentes dans la prévention que 3. Donc, il y a déjà pas mal de recommandations et pays qui sont basculés vers 2 doses. Maintenant, on a les données qui montrent que même une seule dose de ces vaccins ont une prévention équivalente à 2 ou 3 doses. Là, c'est le nouveau donné des grandes études, grandes études assez cliniques qui étaient designées juste pour répondre à cette question-là, où un seul dose ou 2 doses de ces vaccins, que ce soit le Cervarix qui est bivalent ou le nouveau Gardasil 9, ils sont équivalents en termes de prévention et tous les deux programmes, ils ont une haute efficacité vaccinale. Même le CIRC, avant ces nouveaux données qui vont apparaître, je pense qu'en New England Journal of Medicine très bientôt, le CIRC a aussi contribué à cette evidence base pour montrer une seule dose est suffisant pour avoir une protection efficace. Et une efficacité vaccinale non inférieure contre les infections persistantes d'HPV 16 de 18 pour une seule dose de ce vaccin par rapport au 2 ou le 3. Et donc maintenant, depuis 2022, quand on avait déjà pas mal de ces données qui montraient cet effet, on a l'OMS qui recommande où les 2 doses de ce vaccin restent la base pour la recommandation globale, mais il y a une option pour un schéma à une seule dose pour les cibles principales qui est des filles de 9 à 14 ans. Donc cette cible principale reste le plus important et si on veut, et toutes les modélisations montrent que si on veut augmenter la couverture et augmenter la prévention contre le cancer du col de l'utérus et d'autres cancers HPV, il faut toujours mettre d'énergie, d'augmenter la couverture dans cette cible principale qui sont les filles de 9 à 14 ans. Si on atteint les bonnes couvertures, on peut aussi investir, dépendant sur le pays et leur possibilité de mettre un investissement là-dedans, dans les cibles secondaires qui sont les filles et les femmes plus âgées, les garçons et les jeunes hommes. Et juste pour montrer que maintenant, globalement, presque la moitié des pays dans le monde ont maintenant les programmes d'une seule dose de ce vaccin. Et parmi les pays en bas de ressources qui sont soutenus par le programme Gavi, qui soutient leur vaccin, presque 80% de ces pays-là, ils ont des programmes d'une seule dose de ce vaccin. Après, est-ce que donc réduire à une seule dose, ça réduit bien sûr le coût de programme. Est-ce que ça augmente la couverture de programme? On va en parler un peu plus, mais peut-être pas. Donc maintenant, je vais parler, et merci à mes collègues de l'OMS qui m'ont partagé pas mal de ces diapos que je montre aujourd'hui. Le statut mondial de la vaccination contre l'HPV et les leçons
tous les programmes d'implémentation mondiale, qu'est-ce qu'ils peuvent nous apprendre pour atteindre l'objectif d'élimination qui est d'augmenter notre couverture, ici en France, bien sûr, surtout. Donc d'ici la fin de l'année, 80% maintenant de tous les États membres de l'OMS, donc le mondial, ils auront introduit le vaccin HPV. Cette année, il y a quelques semaines, la Chine a approuvé le vaccin et a lancé un programme national. Donc avec la Chine, on quand même atteint une grande proportion de la population mondiale qui est maintenant qui est couverte par les programmes, au moins, de vaccination. 157 pays. Alors ici, on voit quand même que ce n'est pas tous ces pays qui ont le même succès d'atteindre la couverture vaccinale de 90%, qui n'est pas facile. Ni dans les pays, on va dire, plus riches, c'est les pays en haut, ni dans le pays de bas de ressources, c'est le low and middle income countries qui sont montrés en bas. Le taux de couverture dans les deux groupes de pays sont en moyenne à peu près pareils. Donc ce n'est pas le ressource en soi d'un pays qui donne automatiquement une réussite d'avoir une haute couverture. Donc pour expliquer un peu les couleurs, je vous ai ciblé le France, mais les couleurs, donc les barres en vert, c'est les pays où ils ont un programme une unique dose. Et pour les autres pays, c'est le bar de bleu foncé, c'est la couverture pour la première dose. Donc c'est un peu équivalent d'unique dose. Et on voit quand même dans les pays en basse ressources, il y a beaucoup plus de programmes qui sont à simple dose. Et il n'y a pas beaucoup de pays qui atteignent le cible de 90%. Il y a quand même, en haut de peloton, dans les pays plus riches, il y a Norvège, Portugal, Suède, etc. Mais la France, malheureusement, on va en discuter, est bien en dessous de moyenne, même des pays en bonnes ressources. Autour de 50-60% actuellement. Ça, c'est les estimations de 2023, avant qu'on a passé le programme au collège, etc. On va en discuter. Donc, est-ce que, on parlait de single dose, unique dose, est-ce que le fait qu'on bascule de 2 doses à 1 dose, est-ce que ça a un effet? Bien sûr, ça a un effet sur le coût, mais est-ce que ça a un effet vraiment sur la couverture? Les données sont un peu mitigées parce que si on montre tous les pays qui ont basculé de 2 doses à 1 seule dose dans le monde, le boost, on va dire, le gain en couverture dans la première année n'est en moyenne et que 5%. Ce n'est pas phénoménal. Et il y a bien beaucoup de pays où la couverture est même réduite un peu ensuite de cette bascule vers une seule dose, y compris l'Australie et Grande-Bretagne. Donc ce n'est pas en soi le clé non plus de basculer de 2 à 1 dose, d'avoir une augmentation de couverture. Même si certains pays ont réussi. Quelles sont d'autres leçons qu'on peut apprendre internationalement qui peuvent être considérées aussi utiles pour la France? Mais l'exemple de Singapour, par exemple, où on a un programme qui est lancé en 2010, mais au début dans une approche un peu plus passive, avec un remboursement, mais passif. Pas trop de couverture. Et évidemment, quand ils ont lancé un programme en 2017 de baser des vaccinations dans les écoles, on a eu un énorme lancement de participation dans le programme et une grande augmentation de couverture. Et ça, c'est quelque chose on a vu dans d'autres pays aussi. Aux ressources, aux bas ressources. Ça, c'est un facteur assez commun de passer de programmes à l'école à une augmentation très positive sur la couverture.
Un autre pays qui est considéré comme, un peu comme un standard, un exemplaire, c'est l'Australie, qui sont un des premiers lanceurs des programmes introduits en 2007. Eux, ils ont atteint les couvertures très élevées chez les femmes et chez les garçons, au-dessus de 80%. Mais même en Australie, où il y a un énorme travail, ils ont mis beaucoup d'organisations en effort. Depuis même 2020, eux aussi, ils constatent une petite, quand même, descente de couverture depuis 2020, après le Covid. Et ce qui est encore plus important peut-être, c'est que cette décrue de couverture, c'est pas égal, c'est même inégal parce que c'est c'était des populations indigènes qui sont un peu le plus éloignées de le système de santé, parmi lesquelles la couverture descend le plus. Et l'Australie, surtout, ça c'est des données qui sortent aujourd'hui parce que c'est le jour de l'élimination de cancer du col de l'utérus. Chaque année, ils misent à jour leur rapport. C'est vraiment un exemple. Ils ont tout le monitorage des couvertures HPV, vaccins, de dépistage et de l'incidence de col de l'utérus. Et on peut cliquer sur le lien là et on peut avoir toute mise à jour et toutes les infos possibles. Et ça, c'est vraiment un exemple si on peut avoir cette donnée en temps réel pour réagir. Mais surtout, et ça c'est mon dernier diapo, le message de tous et c'est pas facile de résumer avec un seul pays, mais ce qui remonte le plus de nos collègues de l'OMS, de comment on peut qu'est-ce qui dénomme un pays qui a réussi d'avoir une couverture élevée de vaccins HPV, c'est une stratégie de communication de haute qualité. Ça veut dire un plan de lancement qui est bien organisé en amont et mise en œuvre dans une façon organisée et durablement. Parce que il faut que ça continue dans le temps pour comprendre un peu les barrières, les obstacles à cette implémentation en termes de couverture, et pouvoir avoir des données pour connaître où sont ces obstacles et pouvoir réagir, et de beaucoup communiquer continuellement pour qu'on garde l'énergie pour le programme. Et c'est très pays spécifique, je pense qu'on va parler des exemples aujourd'hui. Parce que pour la France, même si on a une légère augmentation dans notre couverture depuis certaines années, on n'atteint pas des seuils de couverture vaccinale qu'on aurait aimé obtenir et de l'objectif pour l'avenir. Donc, après, on va devenir plus... J'espère que ces données globales peuvent informer nos programmes un peu plus localement. Et je m'arrête là. Merci. Merci beaucoup, Gary. Donc maintenant, je passe la parole à professeur Franck Chauvin pour parler dimension un peu plus nationale. Merci beaucoup et merci pour cette invitation, pour cette journée extrêmement importante, parce que c'est une journée qui fixe un objectif qui est un objectif sanitaire et pas un objectif de couverture vaccinale ou un objectif opérationnel. Là, on se fixe un objectif vraiment sanitaire et c'est extrêmement intéressant d'avoir cette vision des résultats à l'échelle mondiale. Donc je vais essayer de voir maintenant l'aspect plus français. Et en fait, j'ai posé une question qui est celle du knowledge transfer. En fait, comment en fait on traduit la connaissance scientifique en une politique publique, et en l'occurrence une politique publique française avec les particularités de la France
Et bien évidemment, comme d'ailleurs dans chacun des pays, hein, puisqu'on a vu que chacun des pays s'occupait de cette mise en œuvre. Alors, pour faire ça, j'ai fait un peu d'archéologie, puisqu'en fait, il se trouve que j'étais dans le groupe d'experts qui, en 2005, a préparé l'obtention de l'AMM et après, donc, toute cette histoire que j'ai suivie à différents postes, y compris des postes de conseil du gouvernement français pour la mise en œuvre des politiques publiques. Alors, dans ce travail d'archéologie que j'ai fait ce week-end, la première chose qui frappe, en fait, c'est, je vous ai ressorti un vieil article de 90 de Stoddard, donc, qui est un épidémiologiste, un santé publique canadien, et qui à l'époque, parlait des systèmes de santé. Et je vous ai mis ici, en fait, l'évolution de nos modèles de santé, en fait, de ceux qu'on utilise en santé publique, pour essayer de comprendre les problématiques de santé. Et je ne vais pas tous les détailler, mais vous voyez que le premier, c'est le Sickness Care Model, c'est-à-dire on a une maladie, on met en face un système de santé. Et vous voyez que déjà en 90, on était sur des modèles très complexes, où on est déjà sur un modèle de well-being model et des aspects économiques. Malheureusement, dans ces années-là en France, et d'ailleurs même encore maintenant, globalement, nous en sommes pratiquement encore au Sickness Care Model. C'est-à-dire que notre modèle en France, ce n'est pas du tout un modèle de santé, on est sur un modèle de soins. Et globalement, le gros de l'activité de notre système de santé, c'est de réparer ce qu'on ne fait pas en n'activant pas des modèles de santé. Voilà, je voulais vous mettre ça, parce que ça, on le sait depuis 90. Et on sait déjà avant, et il y a eu plusieurs publications sur le sujet, et encore après aussi, c'est que le modèle de soins, en fait, produit très peu de santé. Un modèle de soins, ça produit très peu de santé par rapport à un modèle de prévention qui, lui, va produire vraiment de la santé. Autre chose qu'on connaît bien et qu'on connaissait déjà en santé publique, je ne veux pas agir trop, mais globalement, si on veut s'occuper de la santé d'une population, plus que de la production de soins, qui est le modèle français, qui est un modèle productiviste de soins, il faut agir sur les déterminants. Et les déterminants de la santé, maintenant, on les connaît bien. Et les déterminants qu'on doit actionner pour faire de la prévention, et la vaccination est une forme de prévention, en fait, on a le modèle qui existe. Et je le disais ce matin sur les 10 ans d'Émilie-Zélion, on sait à l'avance, et même maintenant, en fait, les gens qui ne vont pas participer aux campagnes de prévention et aux campagnes de vaccination. On les connaît, on sait les caractériser, on a 5 critères sur lesquels on peut, bien sûr, faire ce diagnostic. L'autre chose que l'on connaît, c'est que le SFREM, c'est-à-dire que l'approche par système est plus efficace que l'approche par conviction individuelle. C'est-à-dire convaincre individuellement les individus de participer, par exemple, à un dépistage ou à une campagne de vaccination. On sait que c'est très compliqué, on sait que ça marche assez peu, alors qu'en France, on est encore beaucoup sur l'approche individuelle. Faites-vous vacciner, il faut vous faire vacciner, il faut vous faire dépister, etc. On sait que ça marche très peu, je suis désolé de le dire. Et ça, c'est ce qu'on a appelé, en traduction de l'anglais, le paternalisme libertaire, c'est-à-dire on laisse aux gens le choix et en même temps on est assez paternaliste. L'autre, je vais passer très rapidement, mais on a des modes d'action en santé publique qu'on connaît là aussi, qui ont été établis. Je pense à Sir Michael Marmot, par exemple, et à d'autres qui ont porté ça depuis maintenant 25 ans. On sait qu'il faut agir avec ce qu'on appelle l'universalisme proportionné, c'est-à-dire on fait pour tout le monde la même chose, mais on fait plus pour ceux qui en ont le plus besoin. La vaccination rentre dans ce cadre-là, et si vous proposez à tout le monde de se faire vacciner, le résultat, on le connaît à l'avance, c'est ceux qui en ont le moins besoin qui vont se faire vacciner. Et les personnes qui en auraient le plus besoin, en l'occurrence les plus défavorisées, y compris pour le cancer du col, eh bien ceux-là resteront toujours en marge des politiques publiques.
L'aller vers est le dernier kilomètre, bien évidemment. Et l'autre chose, c'est qu'il faut, nos systèmes de santé, à peu près dans beaucoup de pays, sont en train d'évoluer pour répondre à la demande, aux besoins, et non pas à la demande. Vous savez que le système français, pour ceux qui connaissent le système français, est un système qui répond à la demande. Il ne répond pas aux besoins de la population. Et donc, on se dit que si les gens demandent, c'est qu'ils ont besoin. Ben non, ce n'est pas comme ça que ça marche. On l'a découvert, en revanche, en France, assez tard. Alors, sur la vaccination, il se trouve qu'on a des modèles d'adhésion à la vaccination ou de résistance à la vaccination. On a le modèle 3C qui marche assez bien, qui a été promu par l'OMS en 2014, qui a été complété assez récemment avec le modèle 5C, et je ne vais pas les détailler, vous le connaissez comme moi, mais ce que j'ai entendu des discussions ce matin me laisse penser qu'il y aurait besoin de piqûres de rappel sur ce modèle et qu'on n'a pas fait de pédagogie, ni auprès des décideurs, ni même d'ailleurs auprès de nos collègues médecins, pour leur expliquer comment ça marche, en fait, l'hésitation vaccinale, qui est un continuum et qui n'a pas la classe de ceux qui pensent ceci, la classe de ceux qui disent non, c'est pas comme ça que ça marche, avec les gens qui changent d'ailleurs d'avis en fonction des circonstances, des influenceurs maintenant et autres. Voilà, donc pour dire qu'on a quand même, on avait à l'époque déjà beaucoup de choses qu'on connaissait. Alors, dans cette mise en œuvre de la vaccination HPV en France, comme dans tous les pays, en fait, on a eu plusieurs temps. Le premier temps est intéressant parce que c'est le temps du knowledge transfer. Les scientifiques, comme vient de montrer Gary, les scientifiques connaissent un certain nombre de choses et se posent la question de comment je vais le traduire en politique publique. Et en France, en fait, on arrive dans un contexte particulier qui est un contexte assez compliqué à cette époque-là, 2005-2007. La France a été traumatisée par la vaccination contre l'hépatite, avec, je ne vous rappelle pas l'histoire de la vaccination contre l'hépatite, mais ça a été compliqué. Alors, vous me direz que l'Angleterre avait l'autisme et la vaccination ROR, etc. Donc, chaque pays a eu, en fait, ces traumatismes. Quand on regarde ce qui se passe, je me souviens de la conférence de Sigrist lors d'un congrès de santé publique qui analysait les traumatismes de toutes les populations. Donc, en France, nous, on avait l'hépatite B. Mais il y avait un autre phénomène qu'on a sous-estimé, c'est qu'en fait, le principe d'autorité par lequel un gouvernement, des scientifiques pouvaient imposer quelque chose à une population, à cette époque, commençait à s'effriter. Et en fait, on le voit, ça n'a fait que continuer. C'est un phénomène qui dure depuis maintenant une vingtaine d'années, mais pile à ce moment-là, on voyait que la confiance dans la science était en train de commencer à s'effriter. Les réseaux sociaux ont fait le reste dans la crise Covid, par exemple, ou dans d'autres crises. H1N1, par exemple, a été aussi un autre exemple. Et puis, il y a une autre question qu'on avait sous-estimée, en tous les cas en France, c'est qu'il n'y a pas une population française. C'est un mythe des politiques. Il y a des populations en France. Et que chacune des populations a vis-à-vis de la prévention, de la vaccination, des réactions différentes et une appropriation différente. Et par rapport à HPV, alors là, qui est une autre question, puisque se mêlait la question de la pratique sexuelle, en plus, eh bien, là, c'était encore plus compliqué, et on a vu se morceler effectivement les approches. Et donc, je vous ai mis ici voilà, le groupe d'experts dans lequel j'étais à l'époque, dont j'ai retrouvé les objectifs. Et à l'époque, on s'était fixé comme objectif 70% de participation à la vaccination. 70% en 2005. Vous voyez le chemin qu'on a pu faire grâce aux politiques publiques. Et je vous ai mis ici des diapos qu'on avait faites à l'époque pour dire aux autorités françaises, il faut absolument que vous enclenchiez des études pour savoir en fait quelles sont les conditions d'appropriation par la population d'une vaccination HPV. J'avance un peu. Alors, le deuxième temps, celui que j'ai appelé le temps des consignes complexes et évolutives. En politique publique, on le sait, il n'y a rien de pire
que de changer de consigne. En fait, ça tue la confiance que la population peut avoir dans le pouvoir, soit scientifique, soit des politiques. Et ici, je vous ai mis tous les avis que le Haut Conseil, dont j'ai été le président à un moment, où j'étais avant le président de la commission prospective, évaluation, stratégie. Voilà toutes les saisines que nous avons eues en quelques années du gouvernement sur comment faut-il en fait gérer cette vaccination. Alors, il y avait à quel âge faut-il vacciner les filles, faut-il vacciner les garçons, et puis après, l'utilisation du garde-asile, et puis après, recommandations chez les hommes pratiquant la sexualité avec les hommes, etc. Bon, donc, on voit que ces ajustements permanents sont autant de sources, en fait, d'incertitude, à tel point que les médecins généralistes, en fait, qui étaient responsables de cette vaccination, au bout d'un moment, sont restés assez neutres, ont été très peu promoteurs pour certains, ceux qui y croyaient, mais quand vous regardez la masse, on a fait des études, la masse des généralistes, en fait, petit à petit, le doute s'est installé dans cette vaccination. Alors, les institutions, c'est le troisième temps, mais c'est à peu près, pour toutes les mesures de santé publique, le même timing, il se passe toujours à peu près la même chose. C'est ce que j'ai appelé là le temps des alertes des institutions, c'est-à-dire qu'un certain nombre d'institutions ont commencé à dire attention, on a un vaccin qui est efficace, on peut baisser substantiellement le taux de cancer du col, et comment se fait-il que le taux d'adhésion de la population soit aussi faible ? Ça a été le cas pour la Ligue contre le cancer. Et moi, j'étais vice-président de la Ligue à l'époque et j'ai monté les états généraux de la prévention des cancers et la vaccination HPV, bien entendu, est venue dans la discussion. Ça a été vrai pour le Haut Conseil de la santé publique, ça a été vrai pour des rapports qui ont été faits par les uns et les autres, où là, on commençait à tirer la sonnette d'alarme au pouvoir public en leur disant on ne va pas rester quand même dans cet état d'une vaccination qui reste comme ça un peu approximative autour de 45%, 50%. Alors, je vous ai mis ici deux exemples, celui des États généraux de la Ligue. Vous voyez que la proposition numéro 10, c'était développer une politique ambitieuse de lutte contre les cancers viraux-induits. Et on en avait deux, bien sûr, l'hépatite B et le cancer du foie, et le HPV et le cancer du col. Et ici, je vous ai mis les recommandations qu'on avait faites avec Jean-Paul Vernant pour le 3e plan cancer, où là encore, on remettait le warning sur il faut absolument développer cette vaccination au pouvoir public. Et malheureusement, pendant assez longtemps, c'est resté lettre morte. Et à telle enseigne que dans la préparation de la stratégie nationale de santé en 2017, je conduisais les travaux du Conseil à l'époque, on a rappelé au gouvernement en fait quels étaient les principes d'action des actions de santé publique, et on avait derrière la tête effectivement les vaccinations, pour laquelle on voyait poindre l'hésitation vaccinale qui se renforçait. Et on a rappelé au gouvernement, dans la stratégie nationale de santé, à quel point il était important de mettre en œuvre des principes quand on agissait, quand on faisait une action publique. Alors, j'avance sur ce dernier temps, et qui est l'organisation d'une campagne de vaccination dans les établissements scolaires. Cette campagne de vaccination en France, elle nous semble importante, progressive. Je rappelle simplement que ça faisait à peu près 15 ans que les Anglais le faisaient, ça faisait à peu près le même temps que les pays d'Europe du Nord le faisaient, et la campagne anglaise, qui était quand même très intéressante, a été faite en partie d'ailleurs par les collégiens. C'est eux-mêmes qui ont fait les supports de la campagne d'information, de vaccination au collège et dans les écoles. Globalement, si on regarde cette vaccination, elle est intéressante parce qu'elle définit des principes nationaux et elle laisse globalement les acteurs locaux s'en emparer et mettre en œuvre. Et ça, on sait que c'est une des conditions de réussite. Globalement, on respecte les principes de la santé publique.
Simplement, il n'y a toujours pas d'universalisme proportionné, c'est-à-dire qu'on ne met pas toujours le paquet pour aller convaincre les populations les plus réticentes. Or, c'est celles-là pour lesquelles il y a vraiment un enjeu. Et on ne mobilise pas complètement les modèles théoriques, ni même d'ailleurs l'action qui avait été engagée par le gouvernement, qui s'appelle PrEV-HPV, qui est une action de recherche qui a duré 5 ans avec toutes les équipes de recherche françaises sur le sujet, qui ont tiré des conclusions, et bizarrement, toutes les conclusions n'ont pas été prises dans cette campagne de vaccination. Et pour nous, enfin, vraiment en santé publique, c'est un échec du knowledge transfer. Comment se fait-il, alors qu'on avait un budget sur une grande action de recherche, on n'ait pas transféré les résultats de la recherche pour la mise en œuvre de cette action? Alors, ce qui va se passer, moi, je peux vous le dire, parce qu'en fait, on le sait à peu près. Alors, je sais que ça ne va pas faire plaisir à quelqu'un, mais la France ne dépassera pas les 70%. Voilà. Parce que c'est impossible, tel que c'est monté, qu'on aille au-delà des 70%. Et je n'ai pas le temps de détailler, mais quand vous regardez, si vous avez un modèle théorique, si vous avez un cadre, ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon en santé publique, un cadre logique, bien, globalement, il faudrait vraiment un événement extraordinaire pour qu'on dépasse les 70%. Si on veut aller aux 90%, il faut qu'on mette en œuvre d'autres leviers qu'on connaît, et à ce moment-là, on pourrait atteindre les 80%. Mais il n'empêche que c'est une campagne qui est extrêmement intéressante, non pas tant sur la mise en œuvre, mais sur l'objectif. Car c'est la première fois qu'en France, on fixe un objectif sanitaire. Alors rassurez-vous, ça a duré très peu de temps. Ça a duré à peu près 1 an, à peu près le temps de durée d'un ministre. En France, c'est à peu près et encore, quand il reste longtemps, il reste 1 an en ce moment. C'est le temps, effectivement, qui est resté Aurélien Rousseau, qui, lui, avait une très bonne connaissance de la santé publique et a fixé des objectifs sanitaires, en disant, ce qu'on vise, c'est une réduction des cancers et des pathologies liées à HPV. C'est la première fois en France, jusqu'à présent, les seuls objectifs qu'on avait, c'était des objectifs de couverture vaccinale. Enfin, on ne mobilise pas une population avec de la couverture vaccinale. On la mobilise si on a un objectif de réduction du poids, du burden of disease, comme on dit, dans la population d'une pathologie. Alors, voilà les résultats, mais d'autres en parleront. J'ai pris le dernier bulletin de Santé publique France, où on voit qu'effectivement, on augmente le taux de participation. Cette mesure de campagne dans les collèges est extrêmement intéressante. Bon, voilà, comme je vous le disais, si on veut aller au-delà, il faudra probablement mettre en œuvre d'autres moyens. Et je vous disais, c'est un cas d'école. Je discutais avec Karine ce week-end au téléphone. C'est un cas d'école que moi, je vais donner à mes étudiants de master de santé publique, parce qu'on a fait ça à la française. Et cette courbe est très intéressante, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. L'incidence des cancers du col est bien plus importante, vous le savez, dans les DOM-TOM, enfin dans les DOM, départements ou territoires d'outre-mer en France. Or, la couverture vaccinale est bien moins bonne que dans la métropole. Et donc, en fait, on a ce que je vous disais tout à l'heure, on a la machine à fabriquer les inégalités qui est en route. Elle est en route. Le résultat, vous l'avez là, sur ce tableau. Et donc, le cancer du col va continuer à être à un taux d'incidence et de mortalité relativement important dans les territoires d'outre-mer, alors qu'en métropole, on va commencer à voir diminuer l'incidence du cancer du col et la mortalité du cancer du col. Dans un pays qui a marqué liberté, égalité, fraternité au fronton de toutes ses mairies, j'avoue qu'après 40 ans de santé publique, je ne me suis toujours pas fait à ces résultats-là. Je n'admets toujours pas que dans certains de nos compatriotes n'aient pas accès aux mêmes mesures de prévention que le reste de la métropole. Le dernier point de ce knowledge transfer, c'est que, et
là encore, les discussions de ce matin le montrent, c'est que la confiance d'un pays dans la parole des scientifiques et des politiques publiques, ça se construit. Ça se construit, et il y a des modèles de construction de la croyance. Je vous ai mis ce dernier article, en 2025, sur la confiance dans les politiques publiques, comment ça se construit, comment ça se modélise. Et je pense qu'une partie du knowledge transfer pour les gens de santé publique va être d'expliquer à la fois aux médecins et aux décideurs qu'il faudra passer un peu de temps à construire la confiance pour que la population adhère. Je termine par ces réflexions, mais je vous ai dit l'essentiel, qu'effectivement, le knowledge transfer ne s'improvise pas, de même que la confiance. C'est un travail de longue haleine avec la population. Bien sûr, il faut travailler sur la littératie en santé et autres, et que Immuniser Lyon est certainement un très bon exemple qu'il faudra analyser en termes d'appropriation locale, de consignes nationales et d'appropriation, y compris de la mise en œuvre. Et ça me semble être extrêmement intéressant. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur. Alors, maintenant, on passe la parole à Dr Françoise Himmler-Weber et Dr Anne-Sophie Renaud-Barrault pour parler des actions locales. Merci. Alors, on va intervenir à deux voix. Anne-Sophie Renaud-Barrault, donc je suis médecin de santé publique et je suis responsable du pôle régional de veille sanitaire et je coordonne à l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes et je coordonne, surtout dans le cadre de la communication, la campagne de vaccination HPV depuis 2023. Et Françoise Himmler-Weber, je suis médecin conseiller technique auprès de la rectrice de l'Académie de Lyon, donc qui couvre l'Académie. Il y a 3 départements, c'est Ain, Loire et Rhône. Et elle est également rectrice de région, donc la région Auvergne-Rhône-Alpes, donc avec l'Académie de Clermont et l'Académie de Grenoble. Voilà, et donc là, je vais avoir la difficile tâche de présenter, après ce qu'a dit le professeur Chauvin, la campagne de vaccination HPV dans les collèges, en essayant de faire tout ce qu'on essaye de faire pour réduire les inégalités aussi à notre niveau avec nos moyens. Alors, certains points ont déjà été vus par le professeur Franck Chauvin, ont été particulièrement bien abordés, précis. Je vais reprendre quelques points en fonction des diapositives que nous avons préparées avec Françoise. Donc en 2007-2008, les premières avis du Haut Conseil de la santé publique avec les premières mises à disposition des vaccins HPV en France, qui à l'époque n'étaient recommandés que pour les filles. En 2011, il y a un abaissement de l'âge de la recommandation de la vaccination. De 14 ans, elle passe à 11 ans. Et c'est intéressant, elle passe au moment des autres rappels de vaccination, comme le DPC, le diphtérie, tétanos, policoqueluche. Donc, ça permet de mutualiser, de faire en même temps plusieurs rappels de vaccins. Donc, c'était l'occasion de faire cette injection de HPV donc à l'âge de 11 ans. 2016, recommandation vaccinale spécifique pour 4 valences du vaccin HPV pour les HSH, jusqu'à 26 ans révolus. En 2019, on a la mise à disposition d'un nouveau vaccin HPV donc qui ouvre 9 valences en France. En 2021, l'extension du remboursement de la vaccination HPV aux garçons. En 2022, c'est le début des réflexions par rapport à l'extension des compétences vaccinales qui a été officialisée en août 2023. L'extension des compétences vaccinales, c'est la possibilité, depuis août 2023, pour les pharmaciens et les IDE, non seulement d'administrer le vaccin, mais également de le prescrire pour tous les vaccins inscrits au calendrier vaccinal et pour tous les jeunes de plus de 11 ans. Donc, on est bien dans cette tranche d'âge pour la vaccination HPV qui se fait à partir de 11 ans.
Donc, comme vous pouvez l'imaginer, c'est très intéressant d'avoir davantage d'effecteurs pour vacciner, que ce soit pour le HPV comme pour d'autres vaccins. Il n'y a plus, pas uniquement les médecins désormais qui peuvent prescrire et vacciner, mais les pharmaciens, les IDE, mais également les sages-femmes. C'était déjà le cas avant l'extension des compétences. Et en 2025, eh bien, le rattrapage vaccinal, à la fois pour les jeunes hommes, mais également pour les jeunes femmes, jusqu'à 26 ans révolus. Par contre, on est toujours dans l'attente d'un remboursement. On espère que ça se fera en début d'année 2026, donc pour cet élargissement au niveau de la tranche d'âge. Alors, c'est vrai que notre premier intervenant, vous avez bien évoqué la possibilité des recommandations vaccinales à une dose. Et nous, actuellement, en France, on est toujours sur des recommandations vaccinales à 2 doses. Mais on va voir que, quelque part, on en tient compte dans la campagne de vaccination. On vous expliquera de quelle façon. Alors, les recommandations vaccinales françaises, c'est désormais donc une vaccination entre 11 et 14 ans, avec 2 doses qui sont espacées entre 5 et 13 mois, c'est-à-dire qu'on peut faire la deuxième dose à partir de 5 mois, le 5e mois, jusqu'au 13e mois, mais il ne faut pas dépasser 13 mois. Je vous passe les détails. Alors, la vaccination peut être débutée à 9 ans si la personne a une transplantation d'organes solides. Et donc, comme je vous le disais, il y a eu cet avis de l'HAS, la Haute Autorité de Santé, en 2025, qui propose un rattrapage vaccinal chez les femmes et les hommes jusqu'à 26 ans révolus, en attente donc d'un remboursement. Si on dépasse la tranche d'âge des 11-14 ans, on est entre 15 et 26 ans révolus. À ce moment-là, il faut 3 doses de vaccin à espacer donc 0, 2 et 6 mois. On vous a inscrit la carte postale du calendrier vaccinal simplifié. Chaque année, on a un nouveau calendrier vaccinal qui sort à l'occasion de la Semaine européenne de vaccination. Et vous voyez dans l'encart rouge cette vaccination HPV qui reprend également le rappel de, en vert, vous voyez, diphtérie, tétanos, polio, coqueluche. Donc, c'est intéressant de pouvoir, à cette occasion, faire l'ensemble de ces vaccins. Alors, bien sûr, il y a une vaccination contre le HPV, mais il ne faut pas oublier les examens cytologiques à partir du moment où on a des relations sexuelles. Donc, c'est important pour dépister des lésions précancéreuses et cancéreuses du col de l'utérus, par le frottis cervico-utérin. Alors, cette diapo, elle a quelques années, mais c'est pour vous, 2020, donc à l'époque, l'Angleterre faisait partie toujours de l'Europe, mais c'est pour vous montrer qu'en 2020, on a un petit peu rattrapé notre retard grâce à la campagne de vaccination. Donc, vous voyez qu'on a un petit plus comme ça, quand même grâce à l'augmentation des couvertures vaccinales, grâce à la 3e campagne qui va démarrer. La France est très, très à la traîne par rapport aux couvertures vaccinales chez les filles, donc en 2020, puisque l'Espagne était à 80%, le Royaume-Uni à 80%, l'Allemagne un peu moins bonne, l'Italie à 60%, et nous, on est bien à la traîne avec un peu plus de 32%. Alors, les campagnes de vaccination HPV, donc, on vous l'a dit, donc ça a commencé en l'année scolaire 2023-2024. Et en fait, ça a démarré par une visite de notre président Emmanuel Macron en février 2023. Il se rendait dans un collège de Nouvelle-Aquitaine et il a, à ce moment-là, déclaré qu'il y aurait, à partir de septembre 2023, une campagne nationale de vaccination contre le HPV, précédée de campagnes de sensibilisation pour inciter donc les jeunes à se faire vacciner. Donc cette campagne de vaccination a permis de créer une synergie entre l'ambulatoire, le programme scolaire, les institutions, donc l'école, la ville
Et vous voyez donc le rectorat que représente ici aujourd'hui le Dr François Zimmer-Weber, et puis donc l'ARS, puisque chaque ARS, il y en a 12, une dizaine en France, sont en charge de la coordination de l'ensemble du dispositif, bien sûr en lien avec l'éducation nationale, avec les rectorats. Donc à droite de votre diapo, vous avez l'extension des compétences vaccinales dès 2023. Infirmiers, pharmaciens et sages-femmes pourront prescrire et administrer le vaccin HPV, donc entre 11 et 14 ans, dans certains cas jusqu'à 19 ans, donc pharmaciens et infirmiers, dans le cadre de l'extension des compétences. Et ça a été officialisé, comme on l'a dit tout à l'heure, en août 2023. Donc cette augmentation des effecteurs est bien sûr un objectif d'augmenter le nombre de vaccins faits, d'augmenter les couvertures vaccinales. Alors, Aurélien Rousseau, donc on en a parlé tout à l'heure, le professeur Franck Chauvin en a parlé, Emmanuel Macron, donc Aurélien Rousseau qui était à l'époque ministre de la Santé, c'est lui qui a lancé le programme. Il y a eu un engagement des autorités à l'échelon régional, comme Immuniser Lyon. Il y avait également Vaccitanie, qui est une adaptation d'Immuniser Lyon au niveau Occitanie. Vaccinis, également au niveau de la ville de Nice. Donc Immuniser Lyon, ce collectif de plus de 30 partenaires publics, privés, qui a fait des adeptes à partir de 2015. Donc ces autorités régionales ont soutenu la campagne et le soutiennent toujours. Et puis, mobilisation des acteurs avec la Ligue contre le cancer, par exemple, un appel de tous les scientifiques pour une campagne d'envergure, une mobilisation massive des acteurs. Campagne de sensibilisation, programme scolaire, extension des compétences vaccinales des pharmaciens, tout ça est arrivé au même moment que le démarrage de cette première campagne 2023-2024. Alors, on va vous faire un petit retour sur les trois campagnes, puisque c'est toi, Françoise. Oui, mais si tu veux commencer. Oui, donc la première campagne a démarré en 2023. Les instructions à l'époque, c'était on vaccine tous les élèves de 5e de collège public. Alors, pourquoi uniquement public? Le choix a été fait pour ne pas... Je pense que c'est politique, c'était pour ne pas froisser les diocèses. Mais donc, on a commencé à se mettre en ordre de marche en lien avec l'ARS et pour essayer de mobiliser aussi les familles, les enseignants, les élèves sur l'intérêt de cette vaccination HPV et de vacciner massivement les élèves de 5e. C'était à l'époque 2 injections dans la même année. Donc on commençait très rapidement. Donc tout s'est fait un peu en catastrophe, il faut dire, puisque l'instruction est tombée en fin juin. Le démarrage était en septembre. Il fallait prévoir 2 injections avec au moins 5 mois d'intervalle. Sur une année scolaire, c'était assez compliqué. Je dois dire que ça a été une épreuve de force pour essayer de réunir, s'organiser, récupérer les autorisations parentales, etc. pour en faire et travailler avec les centres de vaccination qui intervenaient dans les établissements pour avoir 2 injections dans la même année scolaire. Seulement sur la deuxième campagne 2024-2025, c'était toujours les mêmes instructions. Par contre, dans l'Académie de Lyon et dans les académies de Grenoble et de Clermont-Ferrand, le choix a été fait par les recteurs de vacciner tous les élèves de collège de la 6e à la 3e, ce qui permettait déjà de mettre en place qu'une seule injection par an et pouvoir faire un rattrapage sur les années scolaires suivantes. Donc, on pouvait s'organiser avec une seule intervention par collège. On vaccinait tous ceux qui avaient émis le souhait d'être vaccinés et on faisait les rappels l'année suivante, chaque fois qu'on revenait. Enfin voilà, c'était une organisation qui était beaucoup plus facilitante et pour
et pour les personnels scolaires, et pour les parents, les familles, les autorisations, obtenir toutes les autorisations, et pour notre organisation avec l'ARS et les centres de vaccination. Ça a tellement bien fonctionné que ça a été généralisé, cette façon de progresser, enfin de se lancer dans la vaccination. Et donc, la troisième campagne 2025-2026 et donc cible tous les élèves de collège au niveau national. Donc on intervient de 6e à la 3e, une seule injection par an. Et cette année, en raison de la recrudescence des épisodes de méningite chez les ados et chez les très jeunes enfants, la méningite A, C, W et Y, il a été proposé que la vaccination contre le méningo ACWY a été rendue obligatoire, mais on va le voir sur la diapositive suivante. Pour les jeux, elle est fortement conseillée donc, pour les adolescents, et donc elle sera proposée en même temps que la vaccination HPV dans les collèges pour tous les élèves. Alors elle a l'avantage de ne nécessiter qu'une seule injection de toute façon, donc ça permet de couvrir aussi pas mal de monde. Pourquoi en milieu scolaire? Alors, en milieu scolaire, on a vu dans les autres pays que c'est quand même ce qui fonctionne le mieux pour couvrir un maximum de jeunes. C'est quand même la vaccination au collège qui peut atteindre toutes les populations, quelle que soit leur origine et leur quartier. Mais c'est vrai qu'il y a tout une structure qui doit se mettre en place. La vaccination entre 11 et 14 ans, comme l'a dit le docteur Renaud Baron, c'est aussi la période clé de plusieurs. Il y a le rappel de vaccinations obligatoires comme diphtérie, tétanos, polio, la coqueluche. Et puis donc, on va en profiter pour faire le méningocoque. À l'école, la prise en charge est à 100% par l'assurance maladie. Les parents n'ont rien à débourser, ils n'ont pas à se déplacer. Il n'y a pas de prise de rendez-vous, les vaccins sont fournis, il y a juste l'autorisation parentale à signer, et il y a toute la formation pour nous, au niveau scolaire, qui peut se mettre en route. Alors, au collège, le pilotage est assuré par l'ARS, donc on est très en lien, nous, avec l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes, et notamment avec le docteur Renaud Baron. Les comités de pilotage départementaux travaillent avec les délégations départementales dans chaque département. Donc, nous avons trois départements à l'Académie de Lyon, 4 départements dans l'Académie de Clermont et 5 dans l'Académie de Grenoble. Donc, chaque délégation départementale est en lien avec les centres de vaccination qui sont à mobiliser au niveau des collèges. Voilà, donc la vaccination, elle est assurée sur le temps scolaire, ce qui est aussi un gros avantage pour les familles. C'est donc des équipes mobiles qui sont sous la surveillance aussi, enfin la direction, pas la surveillance, la responsabilité d'un médecin ou d'une sage-femme, puisqu'il y a eu les extensions des autorisations de vacciner à différentes professions. Donc il y a toujours une seule dose, HPV et méningo, qui est pratiquée. On commence en janvier pour essayer de couvrir un maximum de collèges. Et donc, comme je vous l'ai dit, la deuxième dose d'HPV pourra se faire l'année suivante, lors de la nouvelle campagne. On propose également le rattrapage des vaccinations, donc DTP, coqueluche ou ROR ou hépatite B. Enfin, on fait un peu le bilan en général du statut vaccinal des enfants, et on a la possibilité, si on était prévenu à l'avance, de venir avec les vaccins et de les vacciner sur place, mais sinon on fait des courriers de conseils pour qu'ils aillent voir le professionnel de santé de leur choix et mettre à jour leur vaccination.
Voilà, donc au niveau du rectorat, on a fourni la liste des collèges publics et privés sous contrat qui étaient volontaires, puisque c'est uniquement sur la base du volontariat pour les établissements privés, le nombre de collégiens scolarisés, et on s'est occupé de l'information des élèves et de leurs parents en leur transmettant un courrier d'information des rectorats et des flyers d'information. On est en lien aussi avec toutes les informations de l'INCa. Avec l'ARS, on a travaillé aussi sur des faciles à lire et à comprendre. Et on essaye de sensibiliser les élèves et les parents grâce aussi aux enseignants de sciences et vie de la Terre et des infirmières scolaires qui ont leur permanence dans les collèges et qui essayent de populariser cette vaccination pour que les élèves en comprennent l'intérêt. On s'est rendu compte aussi que quand on intervenait dans les établissements, quand on fait des comparaisons avec les taux de vaccination dans les autres pays où ça fonctionne bien, comme en Norvège ou en Australie, et bien c'est un peu un défi aussi pour les élèves. Ils se l'approprient et ont envie de dépasser aussi ce qui s'est fait. Nous aussi, on va y arriver. C'est un peu un challenge et c'est plutôt bien reçu. Voilà, on demande juste aux parents d'avoir le carnet de vaccination le jour J ou au moins qu'ils aient fourni une photocopie avant. Voilà. J'ai pas. Pardon. Est-ce que ah oui, on fera après pour la. Voilà. Je peux juste rajouter. On a aussi la chance de travailler avec la région. Et la région a financé un bus d'information sur le cancer du col et la vaccination HPV. Et donc ce bus circule auprès des lycéens. Donc c'est vraiment un bus d'information, c'est pas un bus de vaccination, mais c'est aussi pour favoriser les discussions dans les familles. Et il se peut se rendre sur place dans des lycées et on essaye de cibler en lien avec eux aussi les lycées professionnels et dans les campagnes assez éloignées des centres-villes surtout, et les lycées professionnels, les lycées agricoles, pour apporter l'information au plus près donc, de ces élèves et favoriser aussi les échanges familiaux et entre camarades, voilà, pour diminuer les cancers liés au virus HPV. Voilà, et je te laisse continuer. Vous dire donc qu'il y a un certain nombre d'outils qui ont été mis à disposition. Hein. À l'ARS, on a essayé de recenser l'ensemble de ces outils qui sont soit des supports papier, soit des vidéos, des mémos. Et alors, plusieurs types d'outils pour l'éducation nationale et les enseignants. Il y a aussi des outils spécifiques pour les parents et des outils spécifiques pour les jeunes, hein, pour les enfants et les adolescents. La majorité des outils, en tout cas ceux qui nous ont été proposés par le ministère, c'est un peu incontournable, c'est les outils de l'INCa, hein, l'Institut national contre le cancer. Donc ça, on les a largement proposés. Là, vous voyez dans cette diapo, il y a aussi donc, des documents concernant les infections invasives à méningocoque. Pourquoi ? Parce que depuis cette année, donc 2025-2026, cette troisième campagne, en plus de la vaccination HPV, il a été décidé d'associer systématiquement le vaccin contre les infections invasives à méningocoque ACYW. Là, on a des documents qui sont extrêmement bien faits je trouve, par Santé publique France. On a organisé des webinaires à l'ARS dès la première année, en octobre 2023. C'est vrai qu'on a bien progressé, hein, puisqu'au début, on avait peu de participants. C'est vrai qu'aussi, il y avait peut-être un problème de communication, de transmission de l'invitation. Donc, ces webinaires étant à destination des parents d'élèves, mais également des enseignants de l'éducation nationale, également auprès des médecins.
Et eh bien, on a fait 2 webinaires là récemment. On était près de 150 connectés. On en refait 2 autres là début décembre. Donc on aura fait 4 webinaires cette année. On avait fait 5 la première année. L'objectif, c'est d'apporter une information sur les risques du HPV avec les risques de cancer et de lésions précancéreuses, d'expliquer ce qu'est la vaccination HPV et d'expliquer aussi les modalités de la campagne. Et quand on fait les webinaires auprès des parents, on essaie de les rassurer par rapport à les modalités de cette campagne, leur expliquer que c'est facilitateur que leur enfant se fasse vacciner au collège. Alors surprenant, bonne surprise, puisque c'est des webinaires qui sont proposés à l'ensemble des parents. Et bien, il pourrait y avoir des parents anti-vax, bien sûr, on en a eu dernièrement à ceux qu'on a organisés en octobre, mais très peu. Très peu. Et ce qui était extrêmement intéressant, c'est que dans le chat, les parents se répondaient eux-mêmes en disant non, pas de vaccin HPV, c'est des prélèvements qui doivent être faits aux jeunes filles. Et des mamans répondaient non, il faut les prélèvements, ce ne sont pas suffisants, il faut une vaccination contre le HPV. Donc voilà, c'était assez interactif et dynamique. Alors, donc, auprès des parents, le même type de documents. On a aussi utilisé les documents de la Ligue contre le cancer. Alors, les campagnes de médiatisation nationale, il y en a eu pas mal à la première campagne 2023-2024. Je trouve que ce soit pour la précédente comme pour celle qui arrive maintenant, on n'en parle pas beaucoup au niveau national et je pense que voilà, c'est un peu dommage parce qu'il faudrait renforcer la communication. La question nous a été posée tout à l'heure d'ailleurs lors des 10 ans d'Immuniser Lyon. Pourquoi n'y a-t-il pas davantage de communication autour de la vaccination par le gouvernement? Voilà, des journalistes qui nous ont posé cette question tout à l'heure. Alors, je vais te laisser la parole, mais vous dire que ça date de quelques jours. Cette année, nouveauté au niveau de la sensibilisation, c'est qu'on a choisi des influenceuses. Donc, vous allez voir, pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux, TikTok, Insta et compagnie, des influenceuses qui vont vous parler, qui vont s'adresser plutôt aux ados en leur expliquant l'importance de la vaccination HPV. Ça, c'est une nouveauté de notre service communication. J'en suis assez fière. On a fait le choix d'influenceuses, on les a formées et voilà, ça démarre dans quelques jours. À toi, François. Merci. Je vais parler un peu de l'information auprès des équipes éducatives et des personnels de santé des collèges, donc essentiellement infirmières et médecins. Donc, il y a donc, les webinaires qu'a évoqué Anne-Sophie Renaud-Baron. Nous faisons des séances d'information et de sensibilisation des élèves et de leurs familles. On les a faites tout au cours du premier trimestre, puisque la vaccination commence en janvier. Et on a intégré ça aussi dans les comités, ce qu'on appelle les CESCE, dans le jargon éducation nationale. Donc, c'est les comités d'éducation à la santé, la citoyenneté et l'environnement, où siègent également des représentants de parents d'élèves, des représentants d'élèves et des représentants des personnels de l'éducation nationale, en plus de tout l'encadrement du CESCE. Voilà. On a travaillé aussi avec les inspecteurs pédagogiques régionaux de sciences et vie de la Terre pour qu'ils se sensibilisent à l'intérêt de la vaccination en général et de la vaccination HPV en particulier et au risque de cancer du col. Et donc, l'État aussi les enjoint beaucoup à travailler avec l'outil eBug qui permet d'accéder à beaucoup d'informations et de travailler avec les élèves, quel que soit leur niveau scolaire. Il y a plein de modules adaptés, des serious games, etc. Donc, faire ça au niveau de la classe. L'inscription du dispositif vaccinal est aussi faite dans les cadres de l'école promotrice de santé. Et donc, ça permet un développement une promotion de la vaccination en général et pas seulement une action ponctuelle. Et il y a des temps pédagogiques aussi qui ont été rajoutés, puisque maintenant nous avons
les protocoles EVARS d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle dans les établissements scolaires, avec plusieurs séances par an. Et donc, on intègre également aussi la protection de différentes infections, dont le cancer du col et les cancers liés à HPV. Pour les enfants et les adolescents, donc il y avait... je ne sais pas si c'est toi qui reprends. On l'a vu tout à l'heure. On l'a redit déjà. Ouais. D'accord, merci. Donc la campagne 2023-2024, 100 000 collégiens de 5e, c'est la toute première, hein, donc 100 000 collégiens de 5e ont été vaccinés en Auvergne-Rhône-Alpes dans 609 collèges publics et 224 collèges privés sous contrat. Alors bien sûr, il y a eu peu d'écoles de collèges privés sous contrat. Il y a eu un événement aussi malheureux dans l'académie de Nantes, avec le décès d'un élève dans un établissement privé qui n'était pas du tout dû au vaccin, mais bon, à une suite post-vaccinale et à un malaise post-vaccinal. Et donc là maintenant, il y a une surveillance de 15 minutes obligatoire pour les élèves après chaque vaccination. Et on a essayé de remobiliser les établissements privés, notamment cette année avec Madame la rectrice qui a fait une information à la rentrée avec tous les établissements privés aussi pour essayer de remobiliser. On sait que les parents sont demandeurs, mais il y a une réticence aussi de l'établissement. Donc on rassure bien aussi en disant que la vaccination peut aussi se faire avec un effecteur libéral, soit en pharmacie, soit avec... leurs praticiens, leurs médecins de famille, etc. Voilà. Donc la campagne est coordonnée par 12 centres de vaccination départementaux. Et il y a, donc c'est ce que je disais, il y a maintenant une extension des compétences vaccinales à certains professionnels de santé. Voilà. Donc 40 collèges privés sur 224 ont adhéré en 2023-2024. 3/4 des collégiens se sont vus proposer la vaccination. Et 90% dans l'Allier, l'Ardèche, l'Isère et la Savoie ont été vaccinés. C'est ça ? Oui. Donc des résultats positifs à renforcer. Évidemment, c'est sûr qu'on avance très lentement. Je pense qu'au fur et à mesure, les familles vont aussi s'acculturer à l'idée du vaccin. Ça y est, il y a le vaccin. Maintenant, comme on vaccine aussi de la 6e à la 3e, ils peuvent rattraper, ils peuvent en discuter entre eux, ils peuvent se dire finalement, quand l'élève est en 5e, oui, il ne l'a jamais fait, peut-être que ce serait intéressant. On espère qu'il y a une sensibilisation tous les ans, à tous les niveaux, avec les familles, avec les élèves et avec tous les enseignants qui participent, permettront d'augmenter l'adhésion à cette vaccination. Donc, on a plus 62%, on a plus 24% de filles en 2023-2024 et plus 22% de garçons qui ont été vaccinés. Et les vaccins se sont fait 30% à l'école. Le reste, les 70%, étaient en ville. Parce que souvent aussi, les parents nous avancent, notamment suite au décès, qui préfèrent le faire avec leur médecin traitant. Ils sont bien conscients de l'intérêt de la vaccination, mais ils préfèrent le faire. Les parents veulent être présents, ils veulent le faire. Voilà. Donc il y a encore une certaine crainte, mais je pense qu'on va arriver à la surmonter. Voilà. Il faut renforcer le parcours à l'école et effectivement réduire les inégalités socio-économiques. Et donc c'est vrai que l'école permet d'atteindre un peu tout le monde et qu'on essaye de simplifier au maximum les consentements. Donc depuis cette année, c'est vraiment bien instauré pour des autorisations parentales informatisées. Mais bien sûr, toutes les familles n'ont pas accès au numérique.
ni à la lecture du français. Donc on essaye de mettre en place. Il y a certains établissements aussi qui accueillent les parents pour leur expliquer, pour les parents qui ne comprennent pas bien, et leur expliquer avec des schémas, avec des prospectus, et puis avec les faciles à lire, à comprendre, et des choses qui sont traduites quelquefois dans leur langue pour leur faciliter. Mais bon, c'est quand même lié au bon vouloir des personnels de santé dans les établissements. Voilà, je te laisse poursuivre. Avant de passer très rapidement, on vous parlera des deux autres campagnes, là, dont la troisième qui va démarrer en janvier 2026. Bon, c'est cette diapositive qui vous a déjà été proposée par le professeur Franck Chauvin. Donc les couvertures vaccinales, donc ça c'est extrait du bulletin de Santé publique France que nous recevons en avril de chaque année à l'occasion de la Semaine européenne de vaccination avec les couvertures vaccinales. Vous voyez que entre 2023 et 2024, il y a eu un petit plus de 4%, en tout cas en Auvergne-Rhône-Alpes, que Auvergne-Rhône-Alpes se situe à peu près dans la moyenne de la France entière. On est à peu près sur les mêmes pourcentages de couverture vaccinale. Et vous avez les couvertures vaccinales pour chacun des départements de Auvergne-Rhône-Alpes. On a choisi cette région puisque nous y sommes. Donc vous remarquez qu'il y a des départements qui s'en sortent très bien. Le Puy-de-Dôme, le Cantal, l'Allier également. Et puis l'Isère aussi, c'est vrai qu'il y avait dans l'Isère, il y a un programme Stop HPV qui est proposé depuis plusieurs années par le Conseil départemental 38, donc il y a déjà beaucoup d'avance. Dans la Loire, étonnamment, c'est vrai qu'on était un peu déçus de cette couverture. Il y a eu un gap entre 51 et 57, mais voilà. On a des couvertures vaccinales qui sont quand même assez inégales d'un département à l'autre. Drôme, Ardèche, qui restent des départements où les couvertures vaccinales sont particulièrement insuffisantes pour HPV comme pour toutes les autres vaccins. Alors ça, on était sur les filles. Comment ça se fait que ça... Alors quand je vais revenir en arrière... comment je fais pour venir en arrière? Avec la flèche, tu n'y arrives pas là? Ah oui, alors attends. Est-ce que là, donc là... Ah ben il en manque une à sauter. Ça c'était donc garçons et filles. Donc vous voyez que pour les filles, entre 2015 et 2024, on démarre de très très bas, 17%. On arrive à presque 60% en 2024, donc une progression très, très intéressante, très importante. Et puis pour les garçons, puisque la reco elle est beaucoup plus récente, on parle de très bas, 5,4%, et le gap est là beaucoup plus important, puisqu'en 2024, on arrive à 36,5%. Alors, la campagne 2024-2025, c'est celle qui s'est terminée en juin 2025. On n'a pas encore le bilan de cette année. On espère avoir fin décembre, et puis Santé publique France aussi est en train de consolider les chiffres. Donc Françoise, vous en avez déjà parlé, mais effectivement, on n'a fait qu'une seule dose pour toute l'année scolaire. En fait, l'objectif, c'est de mobiliser donc une équipe une seule fois dans l'année scolaire. Mobiliser 2 fois dans l'année, c'est beaucoup de temps passé, beaucoup de disponibilité de la part des centres de vaccination qui mettent à disposition ces équipes mobiles de vaccination. On a élargi de la 6e à la 3e à l'ensemble des ados de 11 ans à 14 ans. Et on a utilisé l'outil Colibri qui permet d'avoir l'autorisation parentale dématérialisée, mais on a gardé le support papier pour l'autorisation parentale papier pour les populations précaires et qui n'ont pas accès à l'outil informatique. Et alors, le petit plus, le complément dans le cadre de l'instruction de 2024, mais ça n'a absolument pas fonctionné, c'est la possibilité de vacciner dans les établissements sociaux et médico-sociaux. Qu'est-ce que c'est, les établissements sociaux et médico-sociaux? Eh bien, c'est les établissements qui accueillent des handicapés. Voilà.
Donc on a vraiment essayé de communiquer avec eux, de leur expliquer l'importance de cette vaccination, même si, malgré le handicap des enfants, en fait c'est très compliqué. Il y a surtout beaucoup d'anxiété de la part et beaucoup de réticence de la part des parents. C'est vrai qu'un enfant handicapé aura sûrement beaucoup d'appréhension à se faire vacciner, encore davantage qu'un adolescent scolarisé dans un collège. Alors, par contre, il y a tous les enfants en situation de handicap qui sont scolarisés en collège, donc ceux-là, ils ont pu bénéficier de la vaccination. Voilà, donc je pense qu'on ne reprendra pas cette vaccination pour l'année qui... Voilà, pour les garçons, elle a été mal positionnée. Donc les couvertures vaccinales pour les garçons, je vous laisse en prendre connaissance. On a dit qu'on partait de beaucoup plus bas. Donc de 25, on est passé à 36%, et de 15,8%, on est passé à presque 30% en 2024 pour 2 doses. Alors, quelques résultats quand même pour 24-25. Il y a 610 collèges publics et privés qui ont participé à la campagne. Ça représente 74% des collèges totaux de Auvergne-Rhône-Alpes. C'est en très grande majorité des établissements publics. L'événement très malheureux qui a eu lieu en octobre 2023 avec ce jeune qui est décédé d'un traumatisme, qui n'est pas du tout, on le redit bien fort, qui n'est absolument pas lié au vaccin. Il est tombé de sa propre hauteur et traumatisme crânien, il en est décédé quelques jours après. Et donc, de ce fait, il y a toujours une réticence de la part des établissements privés à organiser les campagnes de vaccination, puisque pour elles, on le redit, c'est bien sur la base du volontariat, alors que normalement, pour le public, c'est pour tous les établissements publics. Sur l'ensemble des collèges privés ciblés, il y a simplement 17% d'entre eux qui ont participé à la campagne. En juin 2025, c'est pratiquement le même chiffre que la campagne précédente, près de 14 000 formulaires d'adhésion, c'est potentiellement 14 000 vaccinations qui ont été faites en 2024-2025. Enfin, dernière campagne, en tout cas troisième campagne, ça ne sera pas la dernière, mais c'est la dernière dont on peut vous parler aujourd'hui, associée donc à la vaccination contre les infections invasives à méningocoque ACYW. Vous dire, et c'est vrai que je suis peut-être pas mal placée pour vous en parler, à la veille sanitaire, depuis 2022, on assiste à une recrudescence des cas d'infection invasive à méningocoque, appelée plus communément méningite. Méningite, ça peut être d'origine bactérienne, mais d'origine virale également. C'est vraiment les méningites d'origine bactérienne qui sont les plus graves, avec 10 à 15% de décès et avec un risque de séquelles définitives et extrêmement invalidantes. Donc il a été décidé d'associer cette vaccination qui, désormais, cette vaccination fait partie du calendrier vaccinal 2025, cette proposition de vaccination chez les adolescents qui est devenue obligatoire pour les petits entre 0 et 2 ans, comme la vaccination contre le méningocoque B d'ailleurs. Une seule dose par année, on avait été précurseur en ARA, c'est généralisé au niveau national, là aussi c'est pour limiter la mobilisation des équipes, mais finalement, donc on propose que la deuxième dose soit faite soit l'année scolaire suivante, donc en 2026-2027, soit qu'elle se fasse auprès d'un professionnel de santé, pharmacien, médecin, sage-femme, IDE. Et puis, si elle n'est pas faite, cette deuxième dose, eh bien, certains d'entre nous diront que finalement, c'est pas trop grave, c'est ça. Voilà. Donc, mais bon, nous, on y tient beaucoup. On y tient beaucoup. On ne peut pas se fier aux recos OMS. On est vraiment sur les recos vaccinales françaises. Donc nous, on le sait, puisqu'on nous le dit, une seule dose suffira. Nos experts nous le disent aussi. Mais voilà, nous, on est obligé de rester sur ces 2 doses, sachant que probablement, pour l'instant, effectivement, ça pourrait évoluer. Voilà, je crois qu'on en a terminé et on a peut-être quelques questions auxquelles on peut répondre. Voilà. Merci à tous pour votre attention.